Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir ce soir dans les locaux bordelais de Hello Asso pour ce meet-up. On va faire une petite intro comme d'habitude sur French Produit. Donc, French Produit, qui sommes-nous? On est une association qui est répertoriée donc partout dans le territoire en France. Donc, on a plusieurs chapters selon les régions. Vous êtes ici dans le chapter sud-ouest qui compte la ville de Bordeaux et la ville de Toulouse. Donc, si vous voulez voir des meet-up à Toulouse, c'est également possible. Notre objectif, c'est de partager les bonnes pratiques autour du produit, d'organiser des meet-up. On étudie aussi le fait de travailler sur des sessions de mentoring, etc. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez discuter entre vous, vous échanger les bonnes pratiques en dehors aussi du meet-up et que vous fassiez des rencontres qui soient sympas. Voilà. On a un Slack French Produit. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le Slack, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore sur le Slack dans cette salle? Levez la main. Ah, très bien. Donc, n'hésitez pas à prendre hop, un petit flash, enfin, de prendre en photo le QR code pour vous inscrire. Donc, il y a un petit formulaire à remplir qui est assez rapide. N'hésitez pas à être plutôt exhaustif. Il y a des personnes qui se font rejeter juste parce qu'ils ne remplissent pas le formulaire ou qui mettent peu d'infos. Mais voilà, donc c'est assez rapide. Ensuite, après, vous aurez accès au Slack French Produit. Vous aurez aussi accès au chapter Sud-Ouest. Donc, vous verrez aussi les événements qui ne sont pas partagés forcément toujours sur LinkedIn ou en tout cas des messages supplémentaires. Voilà, merci. Donc notre présence est voilà, partout, j'ai déjà résumé. Donc nous ici, on parle de Bordeaux et Toulouse. Donc qui sommes-nous? Donc on a Chloé ici qui travaillait avant chez Mano Mano et qui maintenant a fondé sa boîte, Mesetis. On a Arnaud qui vient juste d'être, on peut le féliciter, vient d'être promu directeur produit chez Back Market. Merci. On a Margot qui est product manager chez BetClick et moi Martin qui suis maintenant product manager chez Swan. Donc on a deux sponsors. On a un sponsor national qui sponsorise toutes les initiatives French Produits partout en France, donc peu importe le chapter, qui s'appelle TAG. Donc c'est un cabinet de consulting autour du product management. Donc si jamais vous avez voilà, des initiatives produits que vous souhaitez lancer et avoir des experts produits, vous pouvez les contacter directement en parlant de nous. Au niveau local, on a aussi pour Bordeaux et Toulouse ILEC, qui est un fournisseur d'électricité. Donc voilà, si vous voyez votre facture d'électricité augmenter ou si l'UX c'est pas terrible, n'hésitez pas à aller sur leur site qui est très bien foutu. Et ils recrutent régulièrement des PM. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi pour le produit et le design les opportunités qui sont disponibles chez eux. Ils ont un poste ouvert en ce moment aussi. Exactement. Donc, on vous fera l'annonce du poste juste après. C'est un poste en freelance pour 5-6 mois de mission. Euh, Merci Chloé. Et donc voilà, donc le sujet de ce soir, c'est localité et solidarité. Donc on a plusieurs voilà, associations et entreprises qui vont se présenter. Donc on va passer à peu près 45 minutes ensemble. Et donc l'objectif, c'est de faire un deep dive sur ce sujet et on va réfléchir ensemble à comment aborder des business models qui sont responsables pour une société plus solidaire. Donc c'est un nouveau format qu'on a inauguré chez Back Market il y a maintenant presque un an, qu'on appelle les Impact Talk. Il y en aura un second, un troisième, pardon, qui arrivera assez bientôt. Donc, on vous fera un teasing. Et ce soir, voilà, on est ravis d'être ici chez Eloasso et je passe le micro à Chloé. Merci beaucoup. Moi, j'essaye comme ça. Euh, ouais, je voulais présenter un peu plus longuement les impactos. Qu'est-ce que tout le monde m'entend bien, même au fond? Euh, Faites des signes si jamais vous n'entendez pas l'un ou l'autre des interlocuteurs. Ne soyez pas timide, il faut que vous puissiez entendre tout ce qu'ils ont à dire, tellement c'est intéressant. Euh, on a à cœur à chaque fois de réunir la communauté produit de Bordeaux pour diffuser la pensée produit qui souvent est un peu cantonnée aux startups parisiennes ou californiennes. Donc le but, c'est vraiment de montrer et de faire rayonner dans toute la France, comme l'a montré Martin avec la carte, la pensée produit. On a voulu aller plus loin l'année dernière en lançant les Impact Talks pour aller aussi au-delà des frontières des interfaces et dire que les produits qu'on crée ont des impacts parfois très puissants sur la société qu'on construit. Et donc, de ne pas simplement le voir comme le rôle d'un product manager dans une équipe de product building et de son quotidien, de pousser des specs et de les voir mettre en prod, mais de vraiment aller jusqu'à l'impact sur les utilisateurs et les citoyens au sens très large. Euh, et donc, la dernière édition, c'était dans les locaux de Back Market où on écoutait Get Around. Vous avez la vidéo qui est disponible sur leurs engagements avec l'ADEME et la construction finalement de l'avenir des villes en France en faisant plus d'autopartage et donc moins de places de stationnement, moins de voitures, plus de mobilité douce.
Ça a un impact notamment sur la construction de la ville, puisqu'aujourd'hui, tous les bâtiments neufs dépendent du nombre de places de parking qu'on peut faire. Donc, c'est directement ça s'inscrit directement en fait dans les complexes qui sont créés. Ce soir, on a décidé d'organiser une table ronde autour des business models innovants. Surtout, je pense maintenant que lever des fonds, c'est de plus en plus difficile et que cette folie se calme drastiquement, qu'on parle de rentabilité. C'était intéressant de voir ce qu'on pouvait faire autour du don, de créer de la solidarité dans des business qui ne sont pas forcément des associations, et c'est ce qu'on va voir autour de nous. Euh, pour mettre en lumière aussi des initiatives qui peuvent paraître peut-être à rebours, en tout cas, de cet ultra-scaling et cette mondialisation. Donc, autour de la table, on a ce soir Florian Blanc pour Give, cofondateur de Give, Eddy Montus qui nous accueille avec Bérangère aussi dans les locaux d'Hello Asso en tant que Head of Infra et Dev Advocate. Et puis, Stéphane, toi, tu vas nous parler de deux initiatives, deux entreprises. La GEM, qui est la monnaie locale de Gironde. Donc, qu'est-ce qu'une monnaie locale? Comment ça fonctionne? C'est tout ce qu'on va défricher ce soir. Et Locavaluto, qui est une solution technologique qui soutient les monnaies locales. Locavaluto pour monnaie locale en espéranto. Voilà. Bon, le ton du coup est donné. La première question que j'avais à vous poser, et il y a quelques slides aussi pour ceux qui voudraient voir de façon très visuelle comment tout ça s'organise. Déjà, présentez un peu vos boîtes et à quoi ressemblent les différents produits dont on va parler ce soir. Bien sûr. Donc j'attaque. Bonjour à tous déjà et merci pour l'invitation. Ah ah, Bon, grand suspense. il y a des visuels qui vont peut-être s'afficher. Alors Give, qu'est-ce que c'est? On a une application de don d'objets entre particuliers. L'idée, c'est de donner une seconde vie à tous les objets qu'on n'utilise plus via une interface et un usage qui est ultra simple, rapide, efficace, voilà, et basé sur l'usage du don. Donc voilà, on est une app iOS, Android, on est aussi dispo sur web. Euh, Je pense qu'il load les images. alors il y a les maquettes, c'est Les des maquettes, elles GIFs, sont. donc, bon, voilà. Ah ah. Mais en fait, la meilleure manière de Ah, découvrir, ok. c'est d'aller sur le store, de télécharger l'app. Ben voilà. Vas-y, mets la deuxième. Je pense que tout ça a été très prévu. Mets la Voilà, deuxième donc slide vous créez directement. un compte et vous verrez par vous-même, voilà, vous vous rendrez compte par vous-même, Génial. sachant qu'on peut, voilà, on peut soit donner des choses qu'on n'utilise plus, c'est hyper facile, on crée une annonce en 2 secondes, c'est géolocalisé, ou on peut récupérer tout un tas de choses près de chez soi et gratuitement. Donc on a créé la boîte en 2016 avec mon associé Hakim. On a lancé le produit en 2017, donc on n'est plus une toute jeune startup. On a lancé le produit suite à un MVP qu'on avait fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc à la base, c'était des groupes Facebook. On a analysé l'usage, on a compris plein de choses et voilà, on a essayé de retranscrire ça dans une app qu'on travaille depuis. On est une équipe de 18 personnes basée à Bordeaux avec trois représentants, dignes représentants ce soir. Trop bien. Et voilà, on est une startup qui se finance via des levées de fonds. Voilà, donc parce qu'on a besoin encore de capitaux extérieurs pour financer notre développement. Et voilà, une dernière en date qui n'a même pas encore été annoncée, mais qui s'est fait en fin d'année dernière, en partie, qui repose en partie sur la communauté. Ça, on a pas mal communiqué, mais aussi sur d'autres investisseurs. Voilà. Trop bien, merci. Je crois qu'il y a, ah, pardon, ouais, bon, il y a Il y a quelques des chiffres, petits chiffres je ne clés. vais pas tous les citer, ils sont affichés là. Nous, on aime bien quand même communiquer sur notre impact. Mm. Donc, effectivement, 239 000 tonnes de CO2 évitées depuis le lancement de l'app et aussi l'impact sur le pouvoir d'achat des gens. Donc, on a lancé une feature, enfin, on est en train de lancer une feature sur le sujet et on l'estime à 137 millions d'euros depuis le lancement de l'app. Voilà. Alors, à toi, Eddy. À moi. Donc, Eddy de Hello Asso. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais Hello Asso, c'est quoi? C'est la plateforme des associations. Nous, notre objectif, en fait, c'est de favoriser la création d'activités associatives en favorisant la participation citoyenne. Concrètement, ce qu'on fait, c'est que nos outils et notre équipe aident les associations et les clubs à gagner du temps dans l'organisation, à récolter des paiements en ligne et à promouvoir en fait leur action en ligne. On existe du coup depuis 14 ans. Donc on est pareil, plus une toute jeune startup. On a 300 000 assos qui sont inscrites sur Hello Asso. Il y en a 95 000 qui sont actives.
On est quand même assez fiers du dernier chiffre qui est le milliard d'euros collectés depuis la création d'Helloasso. Ça, c'était en avril dernier. C'est la slide. Et du coup, notre croissance, bah voilà, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a pas 2023. Mais ce qui est cool, c'est que 2023, c'est l'année qui ne dément pas. En fait, on a collecté 520 millions d'euros en 2023. Ah, wow. Ok. Donc, bah, la courbe continue de bien monter. Pour tout ce qui est. Tu les as pas mis à la fin? Non, Ok, c'est pas grave. je l'ai pas mis à la fin. Et du coup, chose assez étonnante, bah, du coup, Helloasso, c'est un modèle audacieux et solidaire. T'as raison. C'est-à-dire C'est qu'en celui-là fait, que j'avais posé. nos outils en fait, sont totalement gratuits. Et en fait, on fait le pari que les particuliers qui viennent payer sur Helloasso vont nous laisser une contribution volontaire. Et en fait, c'est notre seule source de financement. Ouais, c'est tout. Oui, c'est bien. On reviendra dessus. Et donc, du coup, Du je coup, voulais faire un slide spécial puisqu'on est chez vous ce soir. Donc, Helloasso recrute au produit et à la tech. Est-ce qu'il y a quelques postes que tu veux préciser ou peut-être tous sont encore ouverts, je suppose? Voilà, tous les postes sont encore ouverts. Là, on a mis des petites flammes. C'est des postes qui sont vraiment hyper chauds et qu'on recrute en gros dans les. Enfin, le ASAP Top. est souhaité. Donc, bah, je peux les citer, hein, mais c'est Head of Product, QA Analyst, pardon, et Dev Front. Sur le techno, chez nous, c'est du Vue.js en particulier, Ok. avec Nuxt. Voilà. Et puis après, tout le reste est à pourvoir sur T1, T2, quoi. Ok, très bien. Et donc, Stéphane, toi, tu vas nous parler de complètement autre chose, donc de la GEM et de Loca Valuto. Yes. Alors, je commence par la GEM, donc une association sur la Gironde qui porte la monnaie éponyme, qui s'appelle également donc la GEM, qui est la monnaie locale complémentaire de Gironde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale complémentaire? C'est une monnaie qui est adossée à l'euro, donc avec un sans taux de conversion, une GEM égale 1 euro, et qui va circuler uniquement sur le territoire girondin, qui va avoir pour but de reconcentrer un peu l'économie et les échanges sur le territoire. À titre d'exemple, si vous allez à Carrefour, au Auchan, n'importe quel magasin, vous payez un panier de 100 euros, en moyenne, aujourd'hui, entre 70 et 80 euros vont tout de suite sortir du territoire pour aller payer des prestataires, des fournisseurs, des actionnaires, etc. etc. Bon, c'est bien, ça marche comme ça, d'accord, mais c'est un peu dommage pour nous qui travaillons et vivons sur le territoire et en fait, le produit de notre travail s'échappe à peu près tout de suite. Donc, le but d'une monnaie locale, c'est de reconcentrer un petit peu la richesse et les échanges sur le territoire pour renforcer la dynamique économique du territoire, pour supporter les emplois, pour supporter également les transitions écologiques et sociales qui sont nécessaires aujourd'hui, puisque pour adhérer à la GEM, pour participer au réseau La GEM, quand on est une entreprise, il faut adhérer à une charte de valeurs. Donc, c'est-à-dire essayer de faire un effort dans le bon sens. Ouais, on va dérouler les slides en même temps. Voilà, d'accord. Donc voilà, accompagner des dynamiques de transition, relocaliser, redonner le pouvoir d'agir aux citoyens, parce que l'idée, c'est également de sensibiliser et d'éduquer les citoyens à qu'est-ce que c'est que la monnaie. C'est quoi cet objet qu'on utilise aussi bien pour acheter une baguette qu'une maison? Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, c'est aussi la question. Donc, comment on s'y prend pour utiliser la monnaie, la GEM? Déjà, adhérer à l'association. D'accord. Changer ses euros en GEM dans des comptoirs de change ou via une application mobile. Et puis ensuite, il suffit d'aller dans les commerces ou auprès des entreprises qui sont dans le réseau et puis de payer les services ou les produits en GEM. Donc une application mobile également qui permet de faire des paiements. Donc pourquoi pour nous c'est important ça? Parce que la GEM a une histoire qui date depuis 2013 ou 2014. Avant, ça s'appelait autrement. Il y a eu plein d'évolutions associatives assez rocambolesques. Et le projet La GEM est vraiment né en tant que tel il y a seulement 1 an et demi, avec au début uniquement des coupons. Alors, j'en ai pas avec moi là pour vous montrer. Peut-être qu'Aurore, si tu as des coupons, promis, je te les rends. Ah, tu les as tous dépensés déjà aujourd'hui. Bon, on va pas tout vous montrer. On a avec des coupons donc équivalents des billets. Personnalisés avec des illustrations du département. Et depuis un peu moins d'1 an, on a maintenant l'application mobile avec la cartographie et puis la possibilité d'avoir un compte, un solde, un historique, voilà, pour faire simplement des virements en GEM. Alors, vu qu'on est ici pour parler de produits numériques, forcément, on arrive sur l'association qui s'appelle Loca Valuto.
qui, elle, est une association qui va proposer des services informatiques et des logiciels pour les monnaies locales, pour à la fois des logiciels de gestion de structure, donc gestion associative, par de faire la comptabilité, gestion RH, gestion de la prospection, etc. Et également la gestion de la monnaie numérique, donc notamment l'application mobile qu'on a vu jusque-là, et puis tout le moteur de transaction qu'il y a derrière. Voilà. Donc, vous imaginez bien que comme on parle, un peu comme Hello Asso, de manipulation d'argent, on a besoin d'être assez carré sur la gestion de notre architecture et nos logiciels derrière. À l'époque, quand Locaveto s'est créé en 2019, les monnaies n'avaient pas, elles toutes seules, en fait, donc il y a 80 monnaies locales à peu près en France aujourd'hui, n'avaient pas les ressources financières et les compétences techniques pour monter ces outils. Donc, elles ont essayé de se mettre en commun pour créer cette association et porter toute une suite de logiciels open source. Voilà, donc il y a une mise en commun et c'est là où on va pouvoir après rebondir sur le business model. C'est quel est le business model derrière en fait des outils open source sur lesquels il n'y a donc pas de droit de licence. Voilà, donc l'association Cavaluto fait de l'installation, de la formation, de la configuration et du développement pour les monnaies locales et les accompagne justement sur la mise en place et après les évolutions des produits. Merci, trop bien. L'idée, là, ça va être plutôt de parler un peu plus en détail de vos business models, puisque c'est le centre de ce soir, notamment parce qu'on en a deux qui gravitent autour du don, alors abordés de façon très différente. Mais du coup, je te redonne la parole, Florian, sur vraiment l'explicitation du business model de Give. Et puis, Eddy, on reviendra sur le slide un peu plus en détail. Ouais. Donc nous, en fait, le business model, déjà, il faut comprendre on a deux activités finalement dans la société. Une activité qui est inhérente à la plateforme de dons, ce qu'on nous, on appelle l'activité C2C. Et à côté de ça, et c'est venu un petit peu plus tard, on travaille aussi un modèle B2B. L'activité C2C, aujourd'hui, elle est monétisée et elle se rémunère via un modèle freemium, finalement un peu classique, notamment sur des plateformes de petites annonces ou voilà. Donc de la publicité qui permet un accès à la plateforme au plus grand nombre et voilà et qui permet une utilisation, on va dire, dans les trois quarts des fonctionnalités. À côté de ça, il y a des abonnements payants pour les gens qui veulent avoir une utilisation plus poussée. Il va s'adresser plutôt aux utilisateurs qui veulent récupérer des objets. La proposition de valeur étant, bah voilà, meuble ton appartement, ou récupère un canapé, une machine à laver pour quelques euros par mois. Voilà, et ça nous aujourd'hui, on a 22 000 abonnés, abonnés payants, et voilà, c'est ce qui nous permet de financer la plateforme. On a commencé, la publicité était quand même majoritaire dans le mix de revenus. Aujourd'hui, l'abonnement, en fait, a largement pris le pas sur la publicité. Donc ça, c'est la partie vraiment C2C. Et l'objectif, c'est qu'à terme, la plateforme s'autofinance et même finance sa croissance. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais en fait, c'est un objectif qui est atteignable sur le moyen terme. Donc voilà. Et on travaille à côté de ça parce qu'on a aussi besoin de diversifier nos revenus et d'apporter de nouvelles sources de revenus. En modèle B2B, on a identifié des besoins énorme sur le segment des pros. Donc voilà, nous, on a une offre qui adresse les problématiques de circularité pour regrouper un peu tout un tas de choses des retailers, de la distribution et des retailers. Je pourrais rentrer un petit peu dans le détail, mais on a plusieurs offres voilà, qui s'adressent à ce type de boîte. Aujourd'hui, on travaille avec Conforama, on travaille avec les centres commerciaux Unibail, avec Cultura. Et voilà, donc c'est une activité qui a tendance un peu à s'autonomiser, mais qui tire parti aussi de la plateforme, puisqu'en fait, notre proposition de valeur se base aussi sur la plateforme C2C. Donc c'est Oui, assez alors vertueux, en fait. ça m'intéresse pas mal que tu donnes le lien entre les deux, parce que concrètement, un utilisateur qui vient, enfin, le B2B, tout ce que tu collectes, comment ça se reverse, comment ça s'intègre? Bah, C'est quoi le je vais parcours? évoquer sur la partie B2B les deux use cases principaux. Le premier sujet qu'on travaille, c'est le sujet de la reprise de l'existant des clients. Par exemple, Conforama, j'achète un canapé. Qu'est-ce qui se passe avec le canapé que je remplace finalement? Le retailer a une responsabilité là-dessus. Et puis, il y a même une obligation légale depuis la loi AGEC de proposer une solution de reprise gratuite. Ça coûte de l'argent quand c'est fait via transporteur. Donc, nous, on leur propose une solution qui leur permet de diminuer leur facture. Et en plus, ça fait du contenu sur la plateforme. Donc, c'est là où le modèle est vertueux.
Et en plus, c'est une personne qui est potentiellement proche, qui vient chercher directement chez elle. Exactement, ça évite effectivement de faire venir un camion, enfin, c'est coûteux et c'est finalement moins vertueux écologiquement. Mm. Donc là, voilà, on leur propose une solution locale qui permet de très facilement et très efficacement écouler ces meubles sur une solution de réemploi, d'ailleurs, ce qui est aussi Mm. plus vertueux. Deuxième use case, on travaille aussi avec les commerçants sur tous leurs invendus, enfin, Mm. toute la marchandise, on va dire, qui ne trouve pas de déboucher dans les canaux de vente classiques. Et on a créé des comptes professionnels sur Give, qui est voilà, à côté des comptes d'utilisateurs classiques. Et en fait, on leur permet d'écouler ce type de marchandises sur l'application. Donc, soit au travers de dons. Donc Ouais. là, pareil, c'est du trafic en magasin, c'est la notoriété locale. Donc, il y a plein d'avantages à faire ça. Un peu sur un modèle Too Good To Go, ce qu'a fait Too Mm. Good To Go sur l'alimentaire. Et chose assez nouvelle et qu'on a testé récemment, on a même introduit un usage de vente. Donc ils peuvent aussi proposer ces objets-là à petit prix. Mm. Ça, c'est important, la nuance. On n'est pas là pour venir concurrencer le e-commerce. Et c'est quoi alors un petit prix? Bah, en fait, on est en train de définir, mais Mm. l'idée, c'est de se placer dans une logique anti-gaspi. Donc, Ok. c'est une typologie de marchandises Mm. qui potentiellement serait partie au rebut ou voilà, et de proposer des prix suffisamment attractifs pour qu'ils puissent l'écouler, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Ok, super. Parmi vous, combien de personnes sont utilisateurs de Give, utilisatrices de Give? Ok. Bon, trop bien. T'as convaincu plus de la moitié de la pièce quand même. Génial, merci. On a après, On va rester sur ça, parfait. voilà. Après, on a Hello Asso. Donc, en effet, c'était assez mystérieux pour moi enfin, avant d'utiliser le service d'Hello Asso, comment est-ce qu'on pouvait contribuer et puis contribuer de façon relativement libre et éclairée. Donc, j'étais ravie que tu l'explicites visuellement et puis un peu plus Ouais. en Du coup, quelques j'en mots. ai parlé très rapidement, mais donc je voulais vous présenter un peu à quoi ça ressemble dans notre parcours de paiement, en fait, ce qu'on appelle nous la contribution volontaire. Donc, quand on dit contribution volontaire, vous voyez en bas, il y a une petite coche qui est je ne souhaite pas je ne souhaite pas soutenir Hello Asso. Donc, c'est vraiment totalement libre. Mm. Et c'est en fait le particulier qui, au moment de venir faire son don, payer son billet ou en tout cas ou adhérer à son association, peut choisir ou non de donner à Hello Asso. Du coup, on voit bien que tout l'intérêt justement d'avoir un bon produit sur ces aspects-là, parce qu'en Mhm. fait, c'est à la dernière étape, donc c'est vraiment toute la satisfaction, ce qu'on appelle chez nous le PSAT, en fait, donc le Payer Satisfaction, Mhm. qui est de dire, s'il est satisfait, donc avec tout le parcours de paiement qu'il vient de faire, il va nous laisser quelque chose. Donc, ça traduit en fait vraiment de la qualité de notre produit et de comment la personne l'a trouvé. Peut-être je peux donner quelques chiffres. Ouais, et Voilà. puis aussi, quand on préparait le meet-up, tu me disais que vous aviez fait quand même pas mal de recherches sur quel est le bon Ouais. montant à présenter, un peu toute Ça, cette ouais. réflexion autour Du de... coup, historiquement, ça fait, on n'y a pas touché depuis très longtemps, Ok. cette suggestion, en fait. Euh, Historiquement, en 2017, on avait fait des A/B tests pour voir ce que ça donnait. Donc, on avait mis de 0 à 50% du montant payé pour voir un peu ce que ça donnait. Parce en gros, on avait un système par tranche. Donc, je sais pas, 10%, ça réduit au fur et à mesure. Mm. Ce qu'on s'est aperçu qui était assez cool, c'est plus on demande, plus il donne, mais plus il râle aussi. Donc, voilà, l'idée, c'est de trouver justement, comme tu le dis, Mm. qu'est-ce que c'est une contribution volontaire acceptable pour même pas se poser la question et faire suivant. Mm. Après ça, on a fait des études sur combien de personnes interagissaient avec la contribution volontaire, parce qu'il y a aussi Mm. des sujets de dire, oui, ok, ça marche votre truc, mais en fait, les gens, ils ne le voient pas. Mm. On a même eu des sujets légaux où en fait, je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qui nous a obligés en fait à mettre une coche comme quoi les gens avaient bien pris conscience qu'ils étaient en train de donner à Hello Asso. Ce qui est trop cool, c'est qu'on s'aperçoit que quand on est transparent, en fait, on pensait que ça allait nous pénaliser, ça a augmenté notre taux de contribution volontaire. Ok, génial. En fait, les gens avaient la conscience qu'ils étaient en train de donner, qu'ils supportaient la plateforme. Ouais. Et après, en termes de nouvelles recherches, très récemment, c'est-à-dire l'année dernière, on est parti sur des optimisations plutôt machine learning, où en fait, jusqu'à maintenant, c'était un paramètre. On entend des chat GPT avec des milliards et des milliards de paramètres. Nous, on en avait un, qui était le montant que la personne était en train de payer. Et du coup, on est passé sur un modèle avec un peu plus de paramètres qui est est-ce qu'il est en train de faire une adhésion? Est-ce qu'il est en train de faire un événement? Est-ce qu'il est en train de payer pour une asso sportive, une asso caritative? Voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent en fait d'essayer de s'approcher le plus possible de est-ce que le montant qu'on lui propose est justement un montant acceptable et il va passer à la suite sans se poser de questions. Ouais.
quand on coche je ne souhaite pas soutenir Hello Asso, il y a un message très sympa qui dit bah, vous pouvez juste parler d'Hello Asso et déjà vous le soutenez, etc. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant que ce soit pas shameful en disant bon, en fait, qui êtes-vous qui n'osez pas nous soutenir? Ouais. Et en plus, on fait pas mal Wikipédia, d'A/B quoi. tests justement plutôt Ouais. côté UX, enfin UI UX sur ces aspects-là, c'est de dire je sais plus si c'est encore en place, mais c'est de dire bah ok, tu veux pas nous donner, mais effectivement, enfin là on t'apprend que la transaction nous coûte quand même nous, je sais plus 1%, tout comme ça, et donc bah, peut-être ça peut faire changer les idées. Mm. Voilà. Ok. Et après en termes de chiffres, globalement, parce que souvent la question c'est mais ça marche votre truc? Bon, on est quand même 165 personnes qui vivent sur ce truc-là, du coup, avec une croissance de x2, quasiment de la masse salariale sur l'année dernière. Et on a environ 40% des personnes qui nous laissent une contribution volontaire. Et quand ils le font, c'est à peu près autour de 3% du montant. Donc en fait, on s'approche sur la générosité et sur le bon vouloir de chacun, en fait, des plateformes qui sont à la commission. Donc, ça, c'est un peu plus vertueux et chouette de voir que juste si on leur demande, ils font. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a une. Alors, il n'est pas stable. Ouais, je répète la question. La question, c'est est-ce que le pourcentage de gens qui donnent est le même depuis la création des LOASO? Non, et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé cette année des nouvelles recherches, en tout cas qu'on a investi sur cet algo de contribution volontaire. En gros, il est en chute assez régulière. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on s'est fait on a tiré des conclusions importantes. C'est un payeur qui vient sur Helloasso, un ou une payeuse, qui vient sur Helloasso la première fois, généralement, il va le faire 50-60%. Et plus ça va, s'il revient au bout de 10 fois, il ne va plus le faire. Et en fait, ça fait longtemps qu'on existe et on a déjà 8 millions de contributeurs individuels en fait, qui ont payé. Donc en fait, on se retrouve avec un taux de repeat qui est assez énorme et donc il faut arriver justement à capitaliser sur ce message-là. Et donc, globalement, il y a 2 ans, on était à 50%. Là, on descend à 40%, on voit que ça descend. Et ce qu'on veut, en fait, c'est de se dire, oui, globalement, il y a des chances que ça descende. Et c'est un fait. Néanmoins, si c'est plus acceptable et que c'est un petit montant, on préfère aller sur du volume en fait, et de se dire, oui, c'est pas grave. En fait, on ne sera plus à 3%, on sera peut-être à 2 ou 1. On aura un volume suffisamment gros pour en fait soutenir à la fois la croissance et la vie de la boîte. Il y a aussi une question, enfin, quelque chose qui m'avait peut-être un peu surpris dans votre funnel. Je m'attendais à avoir plus peut-être de précision sur ce que je soutiens quand je soutiens Hello Asso, soit des exemples d'assos qui sont derrière ou des choses. Est-ce que vous avez testé aussi des messages, notamment, je pense, sur les gens qui ont contribué plusieurs fois, de dire, grâce à vos contributions, voilà déjà tout ce qu'on a fait? Alors, on a fait plein de choses. On a essayé de mettre des photos de l'équipe, un peu des remerciements. Dans les mails de post-paiement, quand tu as fait un soutien à Hello Asso, on te dit merci. On explique justement un peu plus pourquoi et à quoi ça sert. Donc, c'est des choses en fait qu'on essaye. On a une boîte là-bas qui est donnez vos bonnes idées sur la contribution volontaire justement pour tester des choses. En fait, on est ouvert justement en attendant que toute la boîte nous dise ouais, essayez ça, peut-être ça peut marcher. Donc voilà, on teste un peu tout pour voir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui peut prendre, qu'est-ce qui marche. Et ce qui est assez cool, il y a quand même pas mal il y a Uber en fait aux États-Unis qui a fait beaucoup d'études en fait sur ces choses-là, où eux justement ils ont des contributions volontaires. Après, ils ont plus la culture du type que chez nous. Pour les pourboires. Ouais. Il y a beaucoup de littérature en fait sur la suggestion juste en fait. Et ça marche pas chez nous, ce qui est intéressant. Mais en tout cas, on s'en est inspiré. Ça nous aide quand même dans nos avancements, quoi. Ouais, en fait, je trouve que ça ouvre pas mal le débat sur la valorisation du service en tant que tel en France par rapport aux États-Unis. Quand tu vois une ligne en plus, quand tu voyages aux États-Unis de type, parfois c'est jusqu'à 20% de la note, c'est énorme. Et ouais, c'est un système assez intéressant, je trouve, à comparer. Le slide qu'on présentait là, c'était plutôt sur un autre sujet. Et ça, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu sur LinkedIn, mais Hello Asso est devenu établissement de paiement. Et moi, ça fait entre autres partie des raisons pour lesquelles je vous ai contacté. C'est que je voulais savoir ce qu'il y avait derrière cette démarche, qu'est-ce que ça permettait, qu'est-ce que ça pouvait changer aussi à plus grande échelle, puisque tu parles aussi d'idées de volume. Et donc j'étais hyper curieuse de s'entendre là-dessus. Oui, bien sûr. Établissement de paiement, déjà, donc c'est quelque chose qui veut dire que c'est
un agrément qui est très encadré. Donc, c'est délivré par un organisme de la Banque de France. Il faut savoir que c'est une démarche, en fait, on annonce comme ça, on est établissement de paiement, mais en fait, ça fait 4 ans qu'on bosse sur le truc. C'est un dossier qui fait 2000 pages, je crois. Enfin, voilà, c'est des trucs assez importants. Pourquoi on fait ça? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille avec des prestataires de paiement et qu'on leur paye des commissions, en fait, sur les paiements. Quand on collecte 500 millions d'euros par an, ça représente des millions et des millions d'euros qui sont reversés à ces organismes-là. Donc, le premier objectif, c'est de se dire, en fait, on va être meilleur qu'eux et en fait, on va diviser les coûts les frais de fonctionnement en fait, des paiements par deux. Donc, ça, c'est vraiment l'optimisation, enfin la FinOps, en fait, de vouloir passer sur cet aspect-là. Il y a aussi tout un aspect de connaissance client, ce qu'on appelle le KYC. C'est-à-dire, ces prestataires, ils peuvent être un peu plus stricts que nous dans l'acceptation des associations. Parce qu'il y a des mots de pays qui sont compliqués, ils vont directement jeter les associations. Nous, on a une grosse connaissance des associations, de leur activité, et c'est d'ailleurs un de nos produits hyper importants, en fait, c'est la connaissance client et tous les outils qu'on a développés autour qui nous aident en fait à fiabiliser nos associations. Et le troisième aspect, c'est en fait, on est plus libre sur nos solutions de paiement. On a une application mobile qui est hyper évoluée, dans laquelle il y a des technos qui commencent un peu à émerger. Et l'implémentation du Tap to Pay sera bien plus simple en fait si on est établissement de paiement et nous permettra d'aller un peu plus loin en fait dans l'ouverture de nos services de paiement. Et là, du coup, ce serait un système plutôt de commission plus classique que tu prends sur la page checkout, ou vous imaginez autre chose? Non, never. Non, enfin, Helloasso, on pourrait faire comme Facebook, mais du coup, ça marche plus. C'est gratuit et ça le restera toujours. L'idée est vraiment forte derrière ça. Nous, on est là pour encourager la participation citoyenne. Donc, nos outils sont gratuits et ils le seront toujours. Sur Checkout, pour le coup, il y a forcément un moyen différent, enfin quelque chose d'un peu différent à trouver parce que l'idée, c'est de se dire, je prends mon téléphone, je vais acheter ma bière à la buvette. Si à chaque fois, ça me demande 10 centimes, oui, ok, c'est bien pour nous, mais ça va être assez fatigant, quoi. Donc, on n'a pas encore réfléchi, enfin, on est en réflexion sur ces choses-là. La contribution volontaire dans sa forme risque d'évoluer. Okay. Mais en tout cas, le checkout, c'est un produit qui existe et qui, en fait, en gros, on s'intègre comme un PSP. L'idée, c'est de dire, avant, vous avez Stripe, vous êtes une asso, arrêtez de payer des frais, intégrez Helloasso Checkout. Il y en a qui l'ont déjà fait. Et du coup, on voit effectivement que sur ces aspects-là, la contribution volontaire est moindre parce qu'en fait, ils n'ont pas le message Helloasso, ils ne sont pas dans l'environnement Helloasso, ils sont en train de payer leur adhésion au cours de théâtre. Et du coup, voilà, donc il y a tout un enjeu de message, aussi de message avec l'asso pour peut-être en parler avant, toutes ces choses-là qui sont à faire. Ok, trop bien. Peut-être juste avant qu'on passe à la partie sur la GEM et le Cavaluto, j'ai été intéressée de faire un petit point sur les levées de fonds et la rentabilité pour vos deux boîtes. Donc, tu le disais, vous avez été financé jusque-là par des levées de fonds. Vous avez aussi un objectif de rentabilité. Et l'OASO aussi, vous avez levé des fonds d'une façon un petit peu différente. Donc voilà, je voulais juste vous entendre un peu sur ce sujet avant de passer à la parole à Stéphane. Oui, nous, on est effectivement, on est une société commerciale. Voilà, je le précise, c'était Oui, dans le t'as raison. préambule. Et effectivement, on se finance via des levées de fonds depuis notre création. On a fait 1, 2, 3, enfin 4 tours de financement. C'est un parti pris assumé. C'est pouvoir financer le développement du produit, la croissance, sa croissance et pouvoir le porter le plus loin possible. Donc pour ça, ça nécessite des capitaux parce qu'on pourrait se dire, finalement, aujourd'hui, on a une communauté de 22 000 abonnés. On pourrait laisser le produit un peu en l'état et se dire que ça s'autofinancerait et ça serait le cas. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est d'avoir un impact le plus grand possible et donc de le développer au maximum. C'est jamais simple sur le marché français, notamment sur les derniers mois. On va dire notre concurrent à l'international, avec le modèle le plus approchant, qui est un concurrent en Angleterre. Donc sur le marché anglo-saxon, ils ont levé 10 fois plus, 10 fois plus de fonds que nous. Donc c'est des logiques assez différentes pour de financement de produits B2C consumer. Voilà, en France, c'est plus compliqué, mais malgré tout, de toute manière, nous,
on est malgré tout des gens assez raisonnables dans notre développement, donc on n'est pas non plus des flambeurs. Et effectivement, on a réussi à boucler un dernier tour de financement l'année dernière, Mm. en fin d'année dernière, en partie via notre communauté. Donc ça, c'est Ouais. l'aspect très, très cool. On a notre communauté qui a financé le développement du service. C'est pas encore public, mais ça va être annoncé très prochainement. Mais voilà, on a aussi des fonds d'investissement qui nous font confiance, nos fonds d'investissement historiques qui ont renouvelé leur confiance. Donc c'est très cool. Mm. Et on va pouvoir rentrer dans une nouvelle phase de notre histoire et continuer notre développement à la fois sur le site aussi et surtout sur porter Ouais. ce modèle B2B là Mm. où on veut l'amener. Donc c'est très cool. Après, on veut aussi ne plus être dépendant à terme de ce schéma. Enfin voilà, on est quand même une boîte qui a plus de 7 ans d'existence. Mm. On fait une belle levée, c'est très cool l'année dernière, mais voilà, on a vu aussi que ça pouvait parfois, dans des contextes un peu Mm. difficiles, pas être simple à aller chercher. Donc Ouais. l'idée, voilà, c'est à terme d'être maître un petit peu de notre destin et notre mode de développement. Donc ne plus être dépendant malgré tout de levée de fonds, sauf si on le décide parce qu'on se dit qu'on veut dupliquer à Oui, quelque l'international, chose de plus stratégique, plus scaler de tactique. manière Ok. très rapide, mais parce qu'il y a un vrai Mm. rationnel derrière. Mais donc voilà, mais en tout cas, Ok. Moi, je suppose que ça ne doit pas être hyper simple d'aborder des fonds de venture avec un business model de don, même si on le voit, peut-être toute une partie de monétisation via de l'abonnement qui leur parle beaucoup plus, mais que le fond de son business soit quand même de donner. Euh, Moi, je ne sais exact. pas si tu as des Non, non, anecdotes à partager là-dessus, mais je pense que ça doit être non, assez. non, je confirme, c'est pas forcément simple. Donc nous, on est passé par 4 tours de financement. Donc autant les premiers se sont faits sur le produit, Mm. sur L'usage, l'usage, la vous avez traction qui est qu'on avait à dingue. l'époque, Ouais. rien que sur les groupes Facebook du tout Mm. début, puis ensuite sur le lancement de l'app, on avait des chiffres Mm. qui nous ont permis Mm. de déclencher ces premiers tours. Ensuite, effectivement, voilà, on a fait un nombre considérablement de pitch où Mm. il a fallu convaincre, il a fallu de dire Mm. on pouvait bâtir un modèle économique solide sur l'usage du don. Voilà, ça n'a pas été simple, mais bon, voilà, Mm. force est de constater qu'on malgré tout, on y est arrivé parce qu'il y Ouais, a quand c'est même, sûr. il y a quand même des fondamentaux qui restent assez solides, et que ce soit sur la partie abonnement ou Mm. sur le fait qu'on ait signé des pros Mm. qui nous font confiance. Mais oui, c'est pas, enfin, ça a été le challenge de Give depuis notre tour de 2018. Donc Mm. voilà, enfin, faire monter en puissance et consolider ce modèle économique, c'est plus de la moitié de nos journées Ouais. C'est à ça. tout niveau. Donc voilà, mais en tout cas, on y est arrivé, on Mm. est en partie arrivé et on a fait des choses assez cool depuis. Voilà. Trop bien. Ouais. Eh bien oui, je vais la répéter pour ceux qui vont nous écouter plus tard. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à inciter au don que quelqu'un sélectionne un produit à dos qui est donné à l'ensemble? Alors, Donc, Est-ce attends, il qu'il faut que je répète la est-ce question. qu'il souhaitait donner 1, 2 euros pour financer Alors, donc la question, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi à justement ce que les gens qui adoptent un objet donnent également pour soutenir la plateforme? Alors, j'ai un petit spoiler sur le café à l'équipe, c'est ça, je crois que il y avait des petits messages avant qui disaient est-ce que vous voulez donner l'équivalent d'un café pour les équipes, c'est ça? alors, oui, alors on a testé, effectivement, on a testé la mécanique, on a testé plein de choses, hein, voilà, on a itéré sur plein de sujets, on a testé la mécanique à l'époque. Ça a pas eu le succès escompté. Comment est-ce qu'on analyse ça? Bah, il y a plusieurs raisons. Alors, la différence d'Hello Asso, notamment, moi, qui est un modèle qui est très smart, nous, il n'y a pas de transaction financière Mm. sur la plateforme par définition, quoi. Donc, la personne n'est pas dans une démarche déjà où elle paye. Donc, il faut la faire payer. Donc, c'est un frein qui est déjà très important. Deuxième frein, on est quand même un petit peu dans une culture sur le digital et sur Internet, on est un peu dans une culture du tout gratuit. Donc, c'est peut-être encore plus en France, je sais pas, mais voilà. Donc, c'est pas un réflexe. Les gens ont Mm. l'habitude que les choses soient gratuites.
Alors d'autant plus que nous, on a le parti pris de mettre un peu de publicité sur la plateforme. En plus, les gens voient de la publicité et se disent que finalement, on fait des millions et des millions, alors que en fait, le modèle publicitaire aujourd'hui, si on n'est pas Facebook, Mm. Google, bah, en fait, voilà, c'est pas non plus l'Eldorado. Mm. Donc non, on a testé, on n'est pas forcément arrivé, mais peut-être qu'on retestera à l'avenir, on verra. Du coup, ouais, lever des fonds dans un contexte de dons et de Exactement. contributions volontaires. Je pense que Léa et Isma ouais, pourront en parler mieux que Mm. moi, donc les cofondateurs. Mais moi, je suis arrivé du coup il y a 10 ans chez Hello Asso et il me semble qu'ils venaient de lever 1 million, un truc comme ça, qui était la levée historique. Et il me semble que c'était la première fois que le Crédit Mutuel participait en fait à nos levées de fonds. Donc bah, nous, en fait, on est adossé au Crédit Mutuel, enfin, c'est nos investisseurs principaux. Du coup, c'est eux qui nous soutiennent et du coup, on a fait bah, ça, je crois, 1 million, 6 millions et très récemment 15 millions avec eux. Et bah, nous, l'objectif, en fait, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est d'arriver à atteindre un moment un effet de seuil qui fait que, bah, en fait, on a assez de transactions, assez de contributions et du coup, on est à l'équilibre. Mm. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on sait que c'est faisable. En fait, on l'a déjà atteint, ce seuil d'équilibre, notamment juste avant de lever 15 millions, en fait. Et ce qu'on fait, bah, c'est, comme tu le dis, en fait, c'est on a besoin de 15 millions pour aller plus loin, pour aller plus vite et surtout pour accompagner le plus d'associations possible. Donc, comme je disais au début, on a 300 000 assos sur le site, il y en a 1 500 000 en France. Mm. Encore, on aimerait bien Encore une petite marge. en accompagner encore un peu plus. Mm. Voilà, c'est ça l'idée. Et sur les difficultés de levée, bah, clairement, enfin, quand on arrive et qu'on dit, bah, en gros, il n'y a aucune garantie que demain ça fonctionne encore parce qu'en fait, chacun peut cocher. Et puis, enfin, en gros, si on fait un bad buzz, très rapidement, en fait, voilà, si le Mm. produit est mauvais, si, on peut se faire vite boycotter en fait, notre contrib. Donc, c'est hyper difficile d'arriver à convaincre. Et au tout début, en fait, ce qu'on faisait aussi, c'est bah, on était obligé de prouver je sais pas, je pense qu'on était bosseurs ou des choses comme ça pour Mm. un peu Mm. faire en sorte que l'investisseur nous fasse confiance et qu'on Oui. se retrouve dans nos valeurs. Donc, on a eu bah, tout le début où je suis arrivé, en fait, moi j'étais embauché chez Hello Asso et ce qu'on faisait, c'était du B2B. Oui. On avait, enfin, notre force, en fait, c'est qu'à l'époque, je sais pas, on avait 20 000 assos qui étaient inscrits sur le site. En face, on avait des fondations d'entreprises comme la Fondation EDF qui faisaient des appels à projets tous les ans. Et du coup, il fallait envoyer un dossier papier. Et ils arrivaient à remplir leur appel à projet avec 20 assos, donc elles étaient presque toutes gagnantes. En fait, enfin, c'était nul, quoi, il faut le dire. Et nous, en fait, bah, ce qu'on a fait, c'est bah, on a numérisé tout ce truc-là. On était en mesure de leur proposer des appels à projets en ligne, de leur envoyer, bah, vous voulez des assos sportives, ok, on en a 1000, on envoie notre mailing. Et puis, du coup, il y avait plein d'assos qui s'inscrivaient. Ils étaient contents, ça faisait plein de choses. Voilà. Au Mm. début, on vendait des projets B2B en fait, à des fondations d'entreprises. Voilà. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de temps. C'est une traversée du désert énorme avant de se dire, bon, on va lever et puis on va peut-être s'occuper des loasso parce que là, ça devient important. Ok, clairement. Voilà. Merci pour le partage. Je pense qu'on peut passer le slide pour arriver plutôt sur les modèles de la GEM et au Cavallouto, du coup, Yes. en soutien. Alors, la GEM, donc là, on n'est plus sur une entreprise, on est sur une association. Exact. Pas de levée de fonds, pas prévu pour l'instant. Il faudrait déjà qu'on ait les compétences mais pour l'instant, on ne les a pas. Et je ne sais pas si on trouverait d'ailleurs le public derrière. Aujourd'hui, nos principaux coûts, c'est surtout voilà, c'est les RH, c'est les salaires. Et nos principaux revenus, c'est les subventions. Voilà. Parce que c'est un projet qui est jeune. Donc, pour l'instant, on s'appuie encore pas mal sur les subventions des collectivités. Donc, la mairie de Bordeaux qui a adhéré au projet du département, de la région. Voilà. Et le but, notre objectif dans les 3 ans, c'est justement d'arriver à l'équilibre grâce aux adhésions. Donc, adhésion des particuliers, adhésion des entreprises et adhésion des collectivités, avec un système, une grille d'adhésion qui est, l'idée, c'est vraiment une adhésion solidaire, à savoir que les plus gros ont des plus grosses cotisations que les plus petits, quand je parle des structures. Et même chose pour les particuliers, il y a le tarif de base et le tarif solidaire pour les étudiants, les chômeurs, les personnes en reconversion, enfin, il y a plein de critères différents. Voilà. À côté de ça, on est en train de voir pour développer également des prestations autour des sujets de la monnaie, notamment autour de l'éducation, la sensibilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui va rentrer petit à petit également dans le business model de l'association, qui est toujours en construction. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un ordre d'idée si moi je veux adhérer, par exemple, n'étant donc pas étudiante et créatrice de boîte, donc je ne suis pas au chômage non plus, mais ça coûte combien à peu C'est près? 25 € à l'année.
Ok, d'accord. Voilà, donc ça reste complètement accessible pour une adhésion, Mm. quand on compare d'adhésion à d'autres associations Mm. en l'occurrence. Mm. Et pour les professionnels, c'est à partir de 70 € à l'année. D'accord. Et après, ça dépend du nombre d'équivalents temps plein. Mm. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut dire que la monnaie locale, c'est un peu l'alternative solidaire de la crypto ou ça n'a rien à voir? Je pose aussi des questions hors trame. Je n'avais pas prévu, mais L'alternative, voilà. alors c'est clairement une alternative. Alors on va bien parler on va différencier crypto-monnaie et blockchain. Bien sûr. Notre monnaie numérique est basée sur une blockchain Mm. pour la partie sécurité, etc. Mais voilà, par contre, on n'est pas une crypto. Monnaie. Et donc là, oui, effectivement, même s'il existe des crypto-monnaies qui sont éthiques. Donc Mais c'est ça. voilà, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a tout dans les crypto-monnaies. Et est-ce qu'on est une alternative plus éthique que le Bitcoin? Oui. Ne serait-ce que sur la consommation d'énergie. Très clairement. Voilà, après, les mécanismes monétaires sont tellement compliqués. Donc, suivant les crypto-monnaies, je ne peux pas répondre de manière claire. Après, il y a peut-être cette idée de localité qui, du coup, enfin, en tout cas, c'était pour ça que la question m'est venue dans ce sens-là, parce que je trouve que le Bitcoin ou autre, il y a vraiment cette idée de tu ne sais, c'est complètement opaque dans ce que tu finances, et c'est complètement mondialisé, en fait, d'où tu mines, etc. Que là, il y a vraiment cette idée de garder la valeur et l'argent sur le territoire de façon très locale pour que les gens qui soient sur ce territoire puissent déjà conserver en fait cette valeur un peu plus longtemps, ça t'en parlais tout à l'heure, dans l'idée que ça va se redistribuer au sein de ce territoire. D'où Oui, c'est ça. Et puis de contrôler, c'est-à-dire, comme tu dis, une crypto-monnaie sur Bitcoin ou d'autres, même l'euro, en fait, mais il n'y a pas besoin d'aller chez les crypto-monnaies, même l'euro, dès le moment où on l'a dépensé, on ne contrôle plus du tout où est-ce que ça va. La monnaie locale est une association qui est gérée par les citoyens et il y a une charte et il y a un comité d'éthique où n'importe quel adhérent peut participer et donc s'assurer que les commerçants, les entreprises du réseau respectent la charte, s'engagent, vont plus loin. Et donc, tous les adhérents peuvent, à un moment, ont un droit de regard sur à quoi sert en fait les gemmes, à quoi servent les gemmes que je paye. Et alors, il y a un autre mécanisme qui est super sympa, c'est ce qu'on appelle le dédoublement de la monnaie. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on veut transformer nos euros en gemmes, en fait, l'euro, nous, l'association va le récupérer, et puis ce n'est pas notre argent, c'est celui des adhérents. On le met sur un compte en banque qui s'appelle un compte de garantie. C'est une obligation légale, et c'est très bien. Et cet euro qui garde en banque assure la valeur du coupon qui circule. Et cet euro, on l'a pas mis n'importe où, on l'a mis dans une banque qu'on appelle une banque éthique, donc labellisée financière qui s'appelle la NEF, et qui va financer également, et c'est un partenariat qu'on a également, donc que l'ensemble des monnaies locales ont avec la NEF. La NEF va s'engager à utiliser ce compte de garantie pour aider au financement de projets sur le territoire. Voilà, donc là, on connaît, pour ceux qui connaissent la NEF, c'est une banque éthique. Alors, c'est pas exactement une banque, mais ils sont en train de le devenir. Enfin, ils essayent de le devenir depuis un moment. Mais qui va investir dans des projets à plus-value sociale, écologique, culturelle, etc., sans aucune spéculation sur les marchés, et notamment sans financement des énergies fossiles ou d'autres activités économiques qui peuvent être douteuses. Voilà, donc c'est ça aussi la garantie de dire l'argent que j'ai gagné, il ne sert pas à n'importe quoi, il sert déjà via mes achats, il sert une fois à créer de la richesse sur mon territoire, et via l'euro que j'ai mis sur le compte EANF, il va servir à financer des projets de mon territoire également. Et donc ce qu'on appelle le dédoublement de la monnaie, c'est un mécanisme économique qui est très intéressant. Hyper clair. Je crois que c'est bon. Tu dois avoir un deuxième slide aussi. Et ça, c'est plutôt pour Locavaluto, du coup. Alors là, on est sur Locavaluto, donc là, c'est autre chose. On est sur Locavaluto, donc une association qui propose des produits numériques. Alors, on n'est pas sur du B2C, on n'est pas sur du B2B, on est sur si j'oserais, du A2A, association à association. En plus, dans le modèle open source, donc c'est réputé pour être le modèle le plus facile pour récupérer de l'argent. Et pour les associations qui, globalement, aujourd'hui, n'ont pas un rond. Donc, c'est compliqué pour se financer. Mais on a quand même réussi à mettre. Alors, l'open source, effectivement, c'est quelque chose c'est un monde où c'est difficile d'avoir des financements, mais aussi c'est un monde qui est sympa parce qu'il n'y a pas de droit de licence. Donc, ça coûte aussi globalement moins cher à avoir des logiciels qui sont sous licence open source dès le moment où on sait les faire fonctionner et qu'on sait les utiliser. Donc, on a mis en place, on a deux modèles de financement côté Locavaluto. Donc, ce que j'ai appelé fonds propres, c'est-à-dire qu'on a mis en place une cotisation solidaire. Donc, qui adhèrent à Locavaluto, ce sont les associations de monnaie locale qui vont adhérer. Et pareil, la cotisation va dépendre de la taille de la monnaie locale, notamment de leur revenu annuel. D'accord? Donc, ça permet d'avoir les grosses monnaies locales qui sont bien développées vont participer plus et vont aider les plus petits projets à grossir et notamment à avoir des outils
de qualité professionnelle qu'elles ne pourraient pas avoir sinon, mais pourtant elles en ont besoin pour se développer. Sans ça, c'est pas possible de changer d'échelle. Et le changement d'échelle pour une monnaie locale, c'est tout l'enjeu. Parce que si on est tout petit, on n'a pas un poids sur l'économie locale. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Donc, je joue juste avec des billets Monopoly, c'est pas très utile. Voilà, donc ça, cotisation solidaire. Et aujourd'hui, la cotisation solidaire, on est arrivé à peu près à un équilibre qui nous permet de garantir le support technique, le support utilisateur et un minimum de formation continue à l'ensemble des 20 monnaies locales aujourd'hui qu'on accompagne en France et en Suisse et bientôt en Belgique. Voilà, et après, il y a le modèle de subvention. Donc, subvention qu'on va aller chercher soit au niveau local, donc c'est les monnaies qui vont aller chercher les subventions pour le numérique et donc ils vont ensuite nous les reverser sous forme de prestations. Et ensuite, des subventions qu'on va aller chercher au niveau national avec nos partenaires, le Mouvement Sol et l'Institut des monnaies locales. Donc, le Mouvement Sol, une association qui fédère et qui accompagne les monnaies locales sur la partie stratégique, sur la partie plaidoyer citoyen auprès des députés, des sénateurs pour faire évoluer la loi autour de ces mécanismes. Et Institut des monnaies locales, qui est un institut de formation pour former à ce nouveau métier de gestionnaire d'une monnaie locale. Voilà, comment est-ce qu'on... Voilà, donc, ce sont nos partenaires avec qui on va chercher des fonds pour financer tout cet écosystème qui est naissant et grandissant. Voilà. Donc, c'est vraiment des challenges de modèle de financement d'outils open source. Il y a plein de modèles qui existent. Voilà, il y a beaucoup de modèles où finalement des projets open source deviennent des entreprises en rendant propriétaire une petite partie du code, par exemple, ou alors en rendant propriétaire des fonctionnalités. Voilà, ou alors en devenant complètement propriétaire et ça devient plutôt open source, ça arrive aussi. Donc c'est pas facile et c'est assez voilà, c'est un parcours du combattant le milieu du financement open source. Et aujourd'hui, on a la satisfaction d'arriver pour l'instant à faire uniquement des développements qui sont en licence complètement libre et à être à peu près à l'équilibre. Voilà. Bah, bravo, parce que c'est déjà pas simple. La suite de mes questions pour les 15-20 minutes qui restent, c'est plutôt autour des effets, justement, tu le disais, d'impact et de croissance. En fait, vous, de supporter du coup, des monnaies qui vont aller s'étendre, donc de leur donner des outils professionnels pour qu'elles puissent assurer leur croissance. Au sens large, pour vos 3 entreprises, euh, comment est-ce que vous allez faire pour élargir ou massifier votre audience, que ce soit les gens qui vous consomment, les associations, les marques qui vous rejoignent? Et dans cette phase d'expansion, est-ce que vous êtes déjà dans une phase d'expansion où vous souhaitez consolider ce que vous avez déjà et donc développer les partenaires que vous avez? Et surtout, comment vous faites tout ça sans altérer vos valeurs, l'esprit de ce que vous avez fait, maintenir vraiment ce cap-là? Je pense que c'est plutôt ça. Peut-être tu veux commencer? Oui. Alors, nous, on se place depuis quelques années déjà sur une phase, sur de l'expansion, mais on va dire raisonnée et calculée. En fait, on a lancé le produit, on a eu tout de suite une traction assez forte et voilà, sur les premiers mois, on l'a alimenté nous-mêmes. Il y a des budgets marketing et voilà, et ça marchait d'ailleurs très bien. Donc financé via des levées de fonds, comme on l'a dit, mais on s'est à un moment donné rendu compte on donnait beaucoup d'argent à Facebook, Google et Co. Et que on avait un modèle économique qui était pas encore, voilà, qui permettait pas encore de financer tout ça. Donc à un moment donné, on a dit, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule et on va changer de mode de développement. Donc en 2010, depuis 2019, aujourd'hui, on a coupé tous nos budgets d'acquisition. Et en fait, ça nous a forcé aussi à réinventer un peu notre modèle et à travailler d'autres canaux, d'autres leviers. Aujourd'hui, notre principal levier, c'est le bouche à oreille. 70% de nos nouveaux utilisateurs viennent via le bouche à oreille, qu'on a aussi beaucoup travaillé. On travaille le produit, on travaille tout un tas de choses. On a considérablement musclé notre stratégie de RP, etc. Donc, on arrive à faire 900 000 nouveaux utilisateurs inscrits l'année dernière, donc avec un budget nul en marketing. Donc ça, c'est cool et on est à 5 millions d'utilisateurs inscrits. Après, on est aussi conscient que c'est un modèle qui connaît un plafond de verre nécessairement. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de croissance, on est un max de ce qu'on peut aller chercher en full organique. Donc, justement, voilà, on est aussi en train de réfléchir à
à la suite, c'est quoi les prochaines étapes et à encore une fois réinventer un petit peu notre modèle d'acquisition. Donc là, on fait pas mal de tests, soit toujours sur de la croissance organique, mais générée par générer une app et via des mécaniques de viralité dans le produit, ou alors réinvestir un petit peu dans des budgets d'acquisition, mais sur des mécaniques, on va dire, héroïstes, entre Mm. guillemets, pardon pour l'expression, mais voilà, qui seront pas à perte, quoi. Mm. C'est maintenant qu'on a beaucoup travaillé tout le funnel, tout le parcours et qu'on arrive à convertir les gens sur des modèles payants, Mm. on peut se permettre voilà, d'avoir des logiques d'acquisition en face. Ok. Ok. Bah, c'est hyper drôle. Nous, c'est en 2019 qu'on a commencé à faire du marketing. Et avant, en fait, Hello Asso, c'était que du bouche à oreille. Et Mm. encore aujourd'hui, en fait, donc on a vraiment monté une grosse équipe market enfin, pour essayer de massifier, en fait, ça a amené du monde. Moi, je pense que vous l'avez vu, mais on est passé à la télé Mm. sur une grosse partie de l'année dernière. On est justement sur des gros budgets de Google Ads, enfin du paid, en fait, du SEO paid. Mais dans l'idée, ça représente encore une toute petite partie de notre acquisition. En fait. Et l'OASO, c'est, je crois, 90% de bouche à oreille et enfin, directement les gens qui arrivent directement sur les pages de campagne. Donc, en fait, c'est les assos qui leur disent, Oui, voilà, viens c'est payer. ça. Et les assos arrivent de façon organique par d'autres Oui, assos, ou plus tout ce que vous avez fait en branding, je pense. ouais, pour le coup, là, on va être plus sur Mm. du SEO, des choses Mm. comme ça, enfin, du naturel, on va dire. Mais ouais, ça, on travaille vraiment une toute petite partie, en fait, de notre acquisition. Mm. Et après, enfin, sur les phases de consolidation, expansion, donc nous, en fait, on essaye de travailler les deux. On est plutôt dans la Ok. consolidation aujourd'hui, même si on sait qu'il y a encore plein d'assauts à aller chercher, mais ce Mm. qu'on se dit, c'est que ça va arriver en fait naturellement. Il n'y a pas spécialement besoin de. Enfin, on fait des efforts, mais c'est pas non plus la peine d'en faire à outrance. Mm. Donc, on va dire, nous, ce qu'on essaye d'adresser, c'est les top paying utilisateurs. Donc, ça, c'est notre phase de consolidation. Et sur les aspects d'expansion, moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est OK, on consolide, mais on ne va pas s'empêcher non plus de devenir établissement de paiement parce que c'est une opportunité de dingue, Mm. de sortir du tap to pay parce que bah, c'est nouveau et qu'il faut le faire. Voilà, on est sur ces aspects-là. Et après, enfin, nous, il y a des choses qu'on aimait bien faire. Au début, on avait créé des programmes, en fait. C'est un programme qui s'appelait PANA, donc Point d'appui au numérique associatif, qui ne dépend pas en fait de Hello Asso, c'est Hello Asso plus plein d'autres, des maisons, des associations, des choses comme ça, pour en fait représenter, on croit vraiment, nous, à tout ce qui est le collectif, le agir ensemble, et donc représenter le maillage du territoire, en fait, et donc avoir des points d'appui, en fait, partout en France. Donc, on avait labellisé des gens comme ça. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les associations, il faut les équiper, et si on les fait venir chez nous, c'est un maillon d'une chaîne. Donc, ce qu'on Mm. fait, c'est que nous, on ne veut pas faire l'intégralité de la vie de l'association. On ne fera pas de la comptabilité, on ne fera pas, je sais pas, de l'émission de. Bref, je n'ai pas d'idée. Et vous permettez de payer sur des événements, tu vois, je pense à Ouais. SumUp ou d'autres trucs qui ont des terminaux vraiment qui sont Non, faits pour ça ou... non, pas Ok, encore. Ça, c'est l'idée du tap to pay, en ouais, fait, c'est où pour on ça. croit qu'en fait, enfin, nous, Mm. on est assez convaincu que ça va remplacer justement Mm. ce moyen de paiement qui est Mm. de dire, en fait, j'ai pas T'as besoin ton d'acheter un téléphone, SumUp, en quoi. fait, j'ai mon Ok. téléphone et en fait, il Mm. me permet de le faire. Donc, voilà, c'est hyper simple. Et du coup, ouais, pour boucler, donc ça passe aussi par une logique de partenariat, c'est-à-dire nous, on se met avec des partenaires qui font de la compta et on se branche Mm. directement avec eux. On a développé des connecteurs où, voilà, je ne sais plus quelle est la boîte, mais c'est Basique Compta. On s'inscrit, on met son lien Hello Mm. Asso, on se connecte et toutes les transactions remontent. Et voilà, vraiment, tout est géré. Top. Donc l'idée, c'est de trouver plein de partenaires pour faire, en fait, Hello Asso, c'est un maillon d'une grosse chaîne qui va Mm. me simplifier la vie de mon asso. Ok, d'accord. Mais plutôt en consolidant les assos que vous avez déjà et les autres arriveront de façon organique. Exactement. Trop bien. C'est l'idée. Alors, logique d'évolution pour la GEM. Ouais. Pour la GEM, aujourd'hui, on a deux challenges. Alors, pas la structuration, pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, parce que justement, notre enjeu, là, c'est vraiment de grossir. Mm. La GEM, elle en est à un stade où on a eu plusieurs années de proof of concept. Mm. Voilà, on a eu les 2 dernières années qui ont été vraiment de la structuration pour justement préparer ce changement d'échelle. Et maintenant, on y est, il faut qu'on change d'échelle. Mm. Et donc, on a deux enjeux actuellement, ce sont les collectivités locales et les particuliers, enfin, et grossir le réseau, en fait, que ce soit d'utilisateurs, que ce soit les commerçants, les entreprises ou les particuliers. Pour le point des collectivités locales, on y travaille ardemment, parce qu'on a actuellement la mairie de Bordeaux qui est adhérente et on a pour objectif, alors est-ce que ça sera dans 1 an ou dans 2 ans, mais d'arriver à faire en sorte que certains services publics puissent être payés en GEM.
Pareil avec la mairie de Bègle, d'ailleurs. Donc, on est en train de travailler avec leurs équipes de compta, de gestion du trésor, etc., pour voir comment on fait ça. Moi, je dis que le Graal, si dans 10 ans, si on peut payer le tram en GM, ça serait trop bien. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, les collectivités qu'on est en train de voir. Mais pour avoir les collectivités, il faut déjà avoir des professionnels sur leur territoire. Une collectivité ne va pas adhérer à une monnaie locale si jamais elle regarde sur son territoire. Eh ben non, j'ai aucune entreprise, aucun commerçant qui est adhérent à votre monnaie. Donc là, on a besoin d'être plus présent sur le territoire girondin et là-dessus, on a besoin de récupérer de trouver des bénévoles. Voilà, parce qu'on reste une association. En plus, on est une association de monnaie locale, donc ce qui induit intuitivement de la proximité. Et c'est vrai, il faut la proximité. Donc, c'est-à-dire que quand on veut aller voir des commerçants et des entreprises, ben, il faut aller les voir régulièrement. Il faut les connaître, il faut avoir un contact humain avec eux, ce qui est dans les valeurs de la monnaie de manière générale. Et donc, on a deux challenges, trouver des bénévoles et faire entrer plus de collectivités locales. Et si on arrive à passer ces challenges-là, normalement, on assure la pérennité de la monnaie locale. Voilà, c'est vraiment ça les deux enjeux en tout cas qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui monnaie, alors ça c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, puisque des expériences de monnaie, il y en a depuis maintenant en Europe une vingtaine d'années. Il y a une époque, il y en avait beaucoup en Angleterre. Là actuellement, c'est vraiment la France où ça a explosé depuis le film Demain, en l'occurrence de Cyril Dion. Et les retours d'expérience qu'on a eus, c'est qu'une monnaie locale ne peut pas se développer et vraiment avoir un impact sur le territoire si elle n'est pas numérisée, donc sous forme numérique, parce que bon, entre professionnels, on ne va pas se balader avec la mallette à billets, ça ne se fait plus. Ensuite, il y a la professionnalisation des équipes, c'est de ne plus être basé uniquement sur une équipe de bénévoles, parce qu'on ne manipule de l'argent, ça demande une certaine expertise, une certaine rigueur, qui n'est pas possible de demander à une équipe 100% bénévole. Et la dernière condition, c'est le support des collectivités, le support du territoire. En fait. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on est les deux premiers, pour nous, c'est fait. Et maintenant, on est en train de travailler sur le troisième axe, le troisième pilier pour asseoir l'association. Ça, c'est pour la GEM. Et pour l'Oca Valuto, de toute façon, l'Oca Valuto, le but, c'est de supporter les monnaies locales. Donc, on va faire tout ce qu'il faut pour que, justement, elles puissent remplir toutes ces cases, qu'elles puissent grossir. Parce que s'il n'y a plus de monnaie locale, il n'y a plus de raison de vie de l'Oca Valuto. Voilà. Donc, notre mission, elle est assez simple. Et après, la question qui se pose, enfin, que tu as posée, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt éventuellement à sortir un petit peu de notre cadre de valeur. C'est une bonne question. C'est une question qui est notamment difficile à trancher quand on est dans le monde du libre et que le monde du livre propose, pas du livre, mais du livre, propose plein de super outils. Mais le monde du logiciel propriétaire propose plein d'outils qui sont super aussi et qui sont très efficaces. Et là, bah, c'est de la discussion, c'est de la concession. C'est-à-dire qu'on est là pour aider les monnaies locales, on n'est pas là pour en mettre un boulet au pied. Donc c'est un équilibre. Et puis, c'est dire, OK, vous partez sur des solutions propriétaires, très bien, vous avez raison. En plus, elles sont top, donc allez-y. Mais peut-être qu'on y réfléchira un moment pour essayer de trouver une alternative libre et puis partager ça, en fait, avec l'ensemble de la communauté des monnaies locales derrière. Voilà. Donc, c'est de la discussion et de la bonne entente, globalement. Pour les 5 dernières minutes qui nous restent avant les questions, si vous en avez dans la salle, on a abordé la crypto. Deuxième trending topic de la communauté produit, c'est l'IA. L'IA dans les startups, on en entend partout parler. J'étais intéressée de connaître comment ça peut impacter vos business à chacun. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements? Quelle est votre position et surtout les bénéfices éventuels qu'il pourrait y avoir à intégrer de l'IA dans vos entreprises? Euh, à voir peut-être cette mutualisation ou cette localisation pour certains comme quelque chose aussi qui émane en fait du progrès et un retour à quelque chose de beaucoup plus vivable que ce qu'on a pu voir. Et donc, comment est-ce que l'IA pourrait s'entremêler un peu à vos différents business models? Ah, le premier qui veut. Je peux attaquer. Nous, l'IA, aujourd'hui, on le regarde sous deux prismes. Il y a le prisme du produit. Euh, Effectivement, enfin, ça ouvre un champ des possibles qui est ultra, ultra sexy. Et la question, c'est aussi comment on arrive à se l'approprier, comment on va chercher les compétences pour ça, etc. Et je pense on s'est mis sur un chemin qui, petit à petit, nous fait avancer sur le sujet. Donc, nous, pour rappel, on est une marketplace et donc il faut mettre en relation des donneurs d'un côté et des gens qui veulent récupérer de l'autre. Donc, enfin, pour nous, c'est génial de se dire qu'on va mettre de l'intelligence dans tout ça et arriver à matcher les bonnes personnes au bon moment, etc. Donc, c'est pas un sujet simple. Et encore une fois, bon, bah, en interne, ça nécessite des compétences. Donc,
on monte en gamme et on est en train de s'équiper petit à petit sur le sujet. Il y a des projets déjà qui reposent en partie là-dessus. Et c'est la direction qu'on s'est donnée cette année avec voilà, pas mal de choses là. Augmenter le taux de matching ou réduire le temps d'inventaire des objets? Comment Pa- ce serait quoi un peu? Par exemple, exactement, c'est en fait montrer le bon objet à la bonne personne au bon moment. Alors en plus avec des questions de modèle économique par-dessus, etc. Enfin voilà, donc il y a plein de choses à faire. Là, typiquement, on est en train de beaucoup s'outiller sur la partie data. Donc parce que ça nécessite des infrastructures et donc on est en train de mettre en place les différentes briques qui, on l'espère, vont nous faire avancer sur ce sujet-là. Après, l'IA, bah, c'est aussi dans notre quotidien de travail. Donc, nous, alors, je pense que les équipes se le sont encore plus appropriées que moi, par exemple, mais ça nous aide sur tout un. Alors, on a l'expert, l'expert maison, mais voilà, ça nous aide sur tout un tas de tâches au quotidien, bon, un peu comme tout le monde, et en fait, ça fait gagner beaucoup de temps, donc c'est très cool aussi. Bah ouais, chez Vasso, pareil, hein, tu parlais d'appropriation. On est totalement à ce niveau-là. En fait, il y a plein de produits hyper intéressants. Cette année, nous, il y avait une très grosse demande de développeurs d'avoir des outils d'aide au développement comme Copilot. Enfin, il y a plein de, voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'est lancé. On a pris des licences pour les développeurs parce que ça fait gagner un temps considérable. Ça peut aider à fiabiliser les développements. Ce serait un peu une hérésie d'aller à l'encontre de tout ça. Euh, Après, les questions qu'on entend autour de tous ces modèles, hein, et qu'est-ce qui est fait de la donnée, ça va. Fixe sur les garanties qui sont données. On a aussi tout un aspect où bah, on a beaucoup de collaborateurs qui l'utilisent, donc on a dû aussi faire un peu mise au point, faire de la sensibilisation sur toutes ces choses-là. Enfin, avant de prendre Copilot, bah, il y avait du ChatGPT sur tous les écrans. Je me disais, ah bon, on va y aller doucement parce qu'en fait, là, ok, vous copiez du code, mais c'est la propriété de la boîte. Ça devient vite problématique. Donc, il y a ouais, à la fois ce côté on est en train de se l'approprier, il faut aussi sensibiliser, il faut trouver les bons usages. Euh, Après, l'année dernière, on a monté notre équipe de R&D, donc c'est forcément des choses sur lesquelles on avance aussi en interne. Donc, il y a des modèles qu'on utilise, des produits qu'on utilise. Mais en fait, il y a plein de cas d'usage en fait, bah, qui nous peuvent nous servir dans le produit. Une association je vous balance des trucs que je ne vais même pas parler avec Laurent Vert, mais une association qui crée sa campagne, si on l'aide à donner un bon visuel et à compléter son texte, bah, c'est trop bien en fait. Ça va Et vraiment oui, vous aviez identifié que c'était des facteurs clés de succès pour une campagne, tout Oui, à voilà, cela. Et donc, vous pouvez faire de la donc ça, recommandation. c'est des choses qu'on pourrait faire. Mm. Il y a d'autres aspects où on l'utilise beaucoup, c'est sur le knowledge management. Mm. Aujourd'hui, on a de la doc, il y a 165 personnes qui écrivent de la doc. Donc on leur dit qu'il faut écrire de la doc, ils écrivent de la doc. Sauf que bah, c'est impossible de retrouver quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment impossible. Il y a des efforts qui sont faits, mais manuels, donc qui vraiment dépassent. Je suis bientôt là. Qui, voilà, qui sont des moyens humains et qui sont quand même un peu difficiles en fait d'avoir une doc bien propre, classée, et du coup d'avoir un agent conversationnel branché directement sur notre Confluence avec un modèle bah, d'entreprise et nos données privées qui restent chez nous. Bah, ça peut être en fait voilà, un cas d'usage qui serait énorme. Mm. Donc voilà, on explore un peu ces choses-là avec notre équipe de R&D. Et, Donc, c'est Confluence, votre base aujourd'hui de dev? aujourd'hui, en fait, oui, en partie, mais parce que Oui. Confluence, c'est aussi dans les docs en ligne, c'est Mm. aussi dans le code, Ouais. ouais, il y a vraiment des infos qui sont sur Slack, il y en a partout. Et j'oubliais aussi, ça peut nous servir aussi dans les aspects un peu réglementaires de aujourd'hui, on a des choses assez basiques sur la détection en fait, de campagnes à risque, avec des équipes en interne qui sont là pour sortir ces campagnes, en tout cas agir, mener une première enquête. Avoir des modèles comme ça de détection, en tout cas qui donnent un score de fiabilité ou de risque sur une campagne, c'est des choses qu'on peut pas, enfin, qu'on regarde vraiment de très près, parce que, qui vont nous permettre d'aller plus vite et surtout de donner beaucoup moins de faux positifs et beaucoup moins de travail aux équipes, en fait, du travail beaucoup mieux ciblé. Donc on est à fond dedans. Résumé. Alors, beaucoup moins à fond. Globalement, pour les monnaies locales et pour la GEM en tout cas, l'IA pour l'instant, c'est pas un sujet. On n'en est pas là.
On n'est pas là parce qu'on n'a pas suffisamment de données à traiter, etc. Il y a des monnaies locales qui se sont posées la question de dire est-ce qu'on n'essaie pas, via une application mobile, de mettre une IA pour faire du conseil, de la recommandation de commerçants. C'est-à-dire, on a notre portefeuille, parce qu'au final, une monnaie locale, c'est un réseau qui met en face des consommateurs et puis des commerces derrière, des entreprises. Donc, l'idée est de faire des recommandations. Bon, est-ce qu'il y a besoin de mettre une IA? Les réseaux des monnaies locales aujourd'hui ne sont pas bien gros. Ils sont locaux, donc en général, c'est les acteurs qu'on connaît relativement, qui sont tous présents sur une cartographie où il n'y a pas besoin de beaucoup dézoomer. Est-ce qu'il y a besoin de mettre tout en place l'architecture d'une IA pour faire des recommandations là-dessus? Pour l'instant, moi, j'ai un doute. Voilà. Donc, d'un point de vue métier de la monnaie locale, pour l'instant, pas d'usage identifié sérieux. Après, ça n'empêche pas qu'on peut l'utiliser pour faire des visuels sympas, concevoir un site web qui attire, etc. Ça, OK. Euh, pour Local Valuto, même chose, on est des développeurs, donc on va utiliser du copilote, voilà, pour s'aider sur le code. On n'a pas encore suffisamment de documentation pour que ce soit personne mettre une IA dessus, mais peut-être que ça viendra. Mais voilà, non, surtout pour l'aide au développement. Mais ça s'arrête là pour l'instant. Ok, super. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je voudrais qu'on les applaudisse avant qu'on passe.